Au sommaire de cette édition présidentielle du 22 février dernier au Togo, l'opposant Agbeome Kodjo, arrivé à la seconde place, a annoncé ce mercredi avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. En Tunisie, le gouvernement d'Elias Fakhar a obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi la confiance du Parlement après un long débat qui a duré plus de 14 heures. Enfin, les autorités kenyanes tentent de maîtriser les essaims de criquets pèlerins signalés dans les régions du nord et du centre du Kenya. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Togo, où l'opposant Kodjo Agbeome a déposé ce mardi soir un recours devant la Cour constitutionnelle pour contester les résultats de la présidentielle. Il espère ainsi que la Cour récuse les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. L'opposant Agbeome Kodjo, arrivé à la seconde place de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo, a annoncé ce mercredi avoir déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre, qui dénonce de faux résultats et une mascarade électorale, a obtenu 18,37% des voix contre 72,36% pour le président sortant Faure Gnassingbé selon les résultats préliminaires officiels. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est toutefois auto-déclaré président de la République togolaise quelques heures avant la proclamation des résultats de la Commission électorale nationale indépendante, dénonçant de graves irrégularités. Agbeome Kodjo a plusieurs fois appelé les Togolais à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, mais son appel n'a pas eu d'écho. Dans une déclaration lue lundi dernier lors d'une conférence de presse, les observateurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont exhorté les candidats à respecter les résultats issus des urnes et proclamés par les institutions et à recourir, si besoin, aux voies légales. L'Union africaine a également appelé le peuple togolais à continuer d'œuvrer pour préserver la paix, la stabilité afin de consolider la démocratie et l'état de droit. De son côté, Faure Gnassingbé a fêté lundi dernier sa victoire avec ses partisans, mais il n'a pas fait de discours à la nation. Pendant ce temps, au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo s'est une fois encore adressé aux hommes de médias. Visiblement déçus du devenir des acquis de la conférence nationale de 1990 sous le régime Talon, il invite le peuple béninois à garder la foi, mais surtout à rester mobilisé derrière la résistance pour une riposte imminente. Nicéphore Soglo pour plus de précisions. En ce moment où le monde entier est en ébullition, que fait la résistance démocratique? Eh bien, après l'épreuve, elle fait son bilan, son débriefing, se débarrasse de ses maillons faibles pour savoir sur qui compter dans quel domaine. Elle assiste sans surprise à l'habituel balai ou bousculade des transhumants vers la soupe et prépare calmement sa riposte. Pour l'heure, le chantre du mandat unique prépare de son côté, devinez quoi, sa réélection après la déculottée des législatives. Car les élections locales sont devenues l'un des viviers des parrainages à l'élection présidentielle d'après l'évangile selon Vlavonou. Il lui faut, selon sa doctrine, affaiblir les partis et les avoir à sa solde. Aussi, l'article 184 du Code électoral dispose-t-il, comme par hasard, que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Or, le premier principe de la décentralisation veut qu'il faut régler les problèmes là où ils se posent. Mais personne n'est dupe. Il faut donc garder son calme devant les tapages de son parti unique, car nous allons résolument vers la terre promise.
En Tunisie, le gouvernement d'Élise Fakhfakh a obtenu dans la nuit de mercredi à jeudi la confiance du Parlement après 4 mois d'intenses négociations. Il doit désormais s'atteler à d'importants dossiers socio-économiques en suspens. Le gouvernement d'Élise Fakhfakh a obtenu sans surprise la confiance du Parlement tunisien. Après plus de 14 heures de débat, son équipe a été approuvée par 129 voix pour, 77 contre et une seule abstention sur un total de 207 députés présents. Ancien ministre des Finances, Élise Fakhfakh devient ainsi le 8e Premier ministre en Tunisie depuis la révolution de 2011 ayant chassé le président Zine El Abidine Ben Ali. Le nouveau gouvernement est composé de 15 membres appartenant à des partis politiques et 17 autres présentés comme des personnalités indépendantes qui se voient confier notamment les ministères régaliens. À l'ouverture de la plénière consacrée ce mercredi au vote de confiance, Élise Fakhfakh a affirmé que son gouvernement ambitionnait de réaliser l'intérêt suprême de la Tunisie et de lister les priorités de son équipe, la lutte contre la criminalité et le terrorisme, contre la hausse des prix, la pauvreté, la corruption, ainsi que la relance de l'économie et la création d'emplois. Les Tunisiens vont se réveiller avec un nouveau gouvernement dont il est issu et pour eux. Que Dieu nous aide. Les défis sont grands, mais la volonté est présente dans ce gouvernement. On espère que ce sera avec toute l'aide des institutions de l'État, du Parlement, du président de la République et des organisations de la société civile. Selon la Constitution, une fois le gouvernement approuvé, le président de la République nomme le chef et les membres du gouvernement. Selon le service de communication de la présidence de la République qui n'a pas donné d'heure, Élise Fakhfakh et son équipe prêteront serment lors d'une cérémonie qui sera organisée ce jeudi au palais présidentiel de Carthage. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été enterré ce mercredi après une cérémonie militaire et des hommages. L'homme a régné pendant 30 ans avant de quitter le pouvoir en 2011 sous la pression du printemps arabe. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi a mené une procession près de la mosquée Al-Mouchir Tantawi dans l'est du Caire au son des coups de canon en hommage à Moubarak. Le cercueil, arrivé par hélicoptère peu avant, a été posé sur un affût de canon et escorté par des soldats en grands uniformes. Derrière le président Sisi suivait une foule de personnalités égyptiennes, dont le premier ministre Mostafa Madbouli, les fils du défunt Allah et Gamal ou encore le pape orthodoxe copte Tawadros II. Des dizaines d'admirateurs de Moubarak étaient rassemblés à proximité, arborant des portraits de l'ancien président et des drapeaux égyptiens. Avec ses funérailles en grande pompe, le président déchu reçoit ainsi un hommage officiel du gouvernement égyptien. L'Égypte a déclaré un deuil national de 3 jours après le décès à 91 ans de l'ex-président. Ce journal se poursuit, la riposte du Kenya face au criquet migrateur. Le pays déploie ses moyens de bord pour tenter de venir à bout de ces insectes ravageurs. Un travail fastidieux au regard de leur nombre, suivant ces témoignages. Ces dernières semaines, on s'attaquait aux criquets adultes et actuellement, nous ciblons les juvéniles parce que quand les criquets sont passés, ils ont laissé beaucoup d'œufs et en 3 semaines, ils ont éclore. And for the last 3 weeks, there has been hatching. We want to control the hoppers that are... Nous voulons contrôler les larves qui sont presque 100 fois plus nombreuses que les adultes et qui ont laissé des œufs. Voilà donc l'ampleur du défi. Car si nous devions gérer 20 millions d'essaims par exemple, 20 millions 100 fois, voilà l'ampleur du problème. 20 million times 100, that's how big the problem will be. Ces jeunes criquets vont créer beaucoup de problèmes car nous ne pouvons même pas faire paître le bétail là où il se trouve et que les jeunes criquets ont également mangé les feuilles. Donc, nous ne pouvons plus faire paître le bétail là-bas.
Hors du continent africain aux États-Unis, les concessions et les rigolades entre candidats démocrates à l'investiture du parti sont finies. Le 10e débat télévisé organisé ce mardi entre ces challengers a été l'occasion pour chacun de prendre ses distances. Le favori Bernie Sanders était au centre des attaques. Ce mardi, à Charleston, en Caroline du Sud, les candidats à l'investiture démocrate se sont vertement attaqués 4 jours avant un vote crucial des primaires dans cet État, car le résultat en Caroline du Sud influencera de manière décisive l'élan des candidats juste avant le Super Tuesday, lorsque 14 États voteront le 3 mars prochain. À 78 ans, Bernie Sanders est jusqu'ici le super favori de ces primaires, après 3 votes dans l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada. Son avance a fait exploser au grand jour la fracture au sein du parti, en l'occurrence entre les partisans du sénateur socialiste autoproclamé et les tenants d'un discours plus au centre, censé pouvoir rassembler plus d'électeurs pour battre Donald Trump le 3 novembre prochain. Ses rivaux plus modérés ont affirmé que le financement de son programme, trop radical à leurs yeux, restait trop flou, notamment sur sa profonde réforme du système de santé. Cela donnerait à leurs yeux des munitions au président républicain sortant si Bernie Sanders portait contre lui les couleurs démocrates. L'ancien vice-président Joe Biden a aussi reproché à Bernie Sanders ses positions passées sur les armes à feu lors de votes controversés au Congrès américain. Face à ce barrage d'attaques, Bernie Sanders a martelé que des sondages le donnaient gagnant face au président républicain. Il a martelé que ces propositions n'étaient pas radicales. Elles existent dans des pays à travers le monde. Un modérateur a souligné que s'il était élu, Bernie Sanders serait le premier président juif des États-Unis. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.